Salut à tous et à toutes, bienvenue dans le deuxième épisode de SciField, l'émission qui parle de science et de technologie. Aujourd'hui, nous allons parler d'objets connectés. Avant d'entrer dans le vif du sujet, définissons tout d'abord ce qu'est un objet connecté. La définition que je m'apprête à vous donner n'est pas une définition officielle, il n'en existe d'ailleurs aucune, car c'est un concept très récent qui semble être apparu vers la fin des années 90 ou 90 pour nos amis les Français. Après quelques recherches, la définition qu'on peut donner est la suivante. Un objet connecté est un objet électronique pouvant communiquer sans fil, par Bluetooth, par Wi-Fi ou par radiofréquence avec un smartphone ou une tablette, soit pour envoyer ou pour recevoir des informations. Je crois qu'il est inutile de vous préciser que les objets connectés envahissent de plus en plus notre quotidien. Ils sont tout d'abord apparus dans le domaine du sport et de la domotique, mais leur domaine d'utilisation a été étendu depuis. Automobile, santé, énergie, multimédia, etc. Ils sont vraiment partout. On va pas commencer à s'amuser à citer les différents objets connectés qui existent, même si vu leur nombre on pourra en faire une vidéo dédiée. Ici on va plutôt s'intéresser à quelque chose dont on n'entend pas souvent parler, c'est-à-dire la sécurité de ces objets. La réalité des objets connectés est loin d'être aussi belle qu'on pourrait le croire. Elle peut parfois avoir des conséquences inattendues, voire même dangereuses. En voulant tout connecter, on crée nécessairement des failles de sécurité qu'on n'avait pas avant, et on met les utilisateurs et les entreprises à découvert. Laissez-moi vous raconter plusieurs histoires vraies qui témoignent que les objets connectés ne sont pas du tout des as en ce qui concerne la sécurité. Implémenté dans la cage thoracique, le pacemaker ou stimulateur cardiaque est un dispositif électronique qui fournit des impulsions aux muscles cardiaques et permet ainsi d'accélérer la pulsation du cœur lorsqu'il est un peu trop lent. Le petit boîtier se compose d'une source d'énergie, une pile qui n'est pas rechargeable. Il faut remplacer le boîtier lorsque la pile est complètement déchargée. On a également toute la partie électronique qui permet de délivrer les impulsions. On peut jouer sur la fréquence, l'amplitude ou encore la largeur d'impulsion. On a aussi un système de détection de l'activité du cœur, en gros un capteur qui va permettre de savoir quand est-ce qu'il faut envoyer les signaux, et une antenne qui permet au pacemaker de communiquer avec un dispositif externe à travers la peau. La communication avec le dispositif externe sert notamment aux médecins d'adapter les différents réglages sans devoir réopérer le patient lorsque le module est déjà implémenté dans sa cage thoracique. On se connecte au pacemaker grâce au Bluetooth, on insère le petit code de sécurité et on effectue les réglages nécessaires. Il semblerait que la sécurité des appareils électroniques utilisés en médecine soit très faible, ce qui signifie qu'on expose les patients à de très gros risques. En 2012, dans le but de démontrer cette faiblesse, le hacker Barnaby Jack a réussi à pirater un pacemaker et a provoqué une impulsion de 830 volts. Je vous laisse imaginer ce qui se produirait si le pacemaker était implémenté dans votre corps. Les voitures actuelles intègrent de plus en plus de fonctionnalités nous assurant une conduite plus agréable et une meilleure sécurité sur la route. Elles sont par contre de plus en plus vulnérables aux cyberattaques. En 2015, Charlie Miller et Chris Valasek, deux hackers connus dans le domaine, ont réussi à prouver qu'il était possible de prendre le contrôle d'une voiture à distance. À partir d'une simple adresse IP, ils ont pu contrôler le volume de la musique, la climatisation et même le freinage et l'accélération de la voiture. Aujourd'hui, pratiquement tout est informatisé dans une voiture. Non seulement les éléments communiquent entre eux, mais la voiture communique également avec l'extérieur. Une voiture possède ce qu'on appelle une unité de commande électronique, UCE, qui est en quelque sorte le cerveau de la voiture. L'UCE lit l'état du véhicule à travers un ensemble de capteurs et commande ensuite certaines fonctionnalités de la voiture, telles que le moteur. Pirater une voiture se résumerait à se connecter à l'UCE pour ensuite envoyer toutes les commandes que l'on souhaite. Par contre, ne croyez pas pouvoir jouer les hackers. Le piratage d'une voiture reste très complexe. Les deux hackers ont quand même pris 3 ans, pour pirater la voiture et réussir leur exploit. Ensuite, les constructeurs ont réagi en corrigeant le problème, mais il semblerait qu'il existe encore des milliers de voitures vulnérables et puis on se dit que si ça a été possible une fois, ce n'est pas impossible à refaire. Des fusils, il y en a de toutes les tailles et toutes les formes. Il y en a même qui possèdent des systèmes électroniques permettant à n'importe lequel des amateurs de devenir un tireur d'élite. Les fusils en question sont de la marque Tracking Point. Ils possèdent une lunette de visée connectée qui, en plus de verrouiller une cible, permet de recevoir des données permettant d'augmenter la précision du tir, telles que le vent, la température et le poids des balles tirées. Le fusil communique avec un ordinateur grâce à sa connexion Wi-Fi intégrée. En 2015, Runa Sandvik et Michael Auger, un couple de hackers, ont démontré qu'il était possible de pirater ce dispositif à l'aide de sa connexion Wi-Fi. Lorsqu'on essaie de se connecter au fusil, l'arme réclame un mot de passe qui d'après eux n'est pas si difficile à trouver et qui permettrait à toutes les personnes aux alentours de se connecter au réseau. Il serait ainsi possible d'empêcher l'arme de tirer, ou au contraire la forcer à tirer, de modifier la visée ou pire, modifier la trajectoire de la balle pour atteindre une autre cible.
Malgré le fait que les entreprises s'intéressent de plus en plus à la sécurité de leur appareil, la réalité est telle qu'il est impossible de créer un ordinateur sans faille. Le niveau de sophistication a beau être très élevé, trouver une faille n'est qu'une question de moyens et de temps. Comme a dit un certain Rob Inderly, un analyste américain dans le domaine des technologies, la sécurité doit prévaloir sur la connectivité et non l'inverse. Voilà, c'est tout pour ce deuxième épisode de SciField. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si cela vous a plu. Si jamais c'est le cas, mettez un pouce bleu. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Et surtout, abonnez-vous. À très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!